L'équipage d'un avion de ligne cherche en vain son aéroport. Regardez bien. Leur visibilité est quasi nulle à cause de la pluie. Rien en vue. Remettez les gaz. On repart. À bord de l'appareil, plus de 200 passagers. Je me suis retourné et j'ai vu une énorme boule de feu. Les enquêteurs tentent de comprendre. Une pièce manquante pourrait-elle être responsable de ce crash? Je pense que le terme adéquat est irresponsable. Des vies auraient pu être sauvées cette nuit-là. J'en suis certain. Mayday, mayday. Nimitz Hill, Guam. Théâtre de grandes offensives américaines durant la Seconde Guerre mondiale, l'île a retrouvé sa tranquillité depuis plus de 50 ans. Mais cette quiétude, où les chasseurs sont rois, est troublée par le vrombissement des avions à réaction qui survolent le territoire. Chaque nuit, des vols commerciaux doivent passer au-dessus de cette colline rocailleuse afin d'atterrir à l'aéroport international d'Agania. Les avions viennent de toute l'Asie. Peu après minuit, le 6 août 1997, le vol 801 de Korean Airlines est en chemin vers Guam en provenance de Séoul, en Corée du Sud. Le commandant de bord, Park Yong-chol, 42 ans, est aux commandes. Cet ancien pilote de l'armée de l'air coréenne pilote des Boeing 747 depuis plus de 6 ans. Quelques mois plus tôt, il a été récompensé par le président de Korean Air en personne pour être parvenu à redresser un 747 lors d'une panne à une faible altitude. Ce soir-là, Park était censé voler aux Émirats arabes unis, mais un changement d'emploi du temps l'a placé aux manettes de ce vol plus court à destination de Guam. À son bord, des touristes coréens, japonais et occidentaux voyagent vers les plages cristallines de l'île. Guam est un territoire américain. L'île est minuscule et fait moins de 600 km². Mais il y a assez de sable pour attirer les touristes. Sean Burke, 24 ans, et sa petite amie Wendy Bunten comptent bien profiter des plages paradisiaques de Guam. Ils viennent tout droit de San Diego. Sean et Wendy allaient à Guam pour faire de la plongée dans une barrière de corail. Ils en profitaient pour rendre visite au frère de Wendy, médecin de marine à Guam. Si Barry Small est à bord du vol 801, c'est pour retourner au travail. Il revient de Nouvelle-Zélande pour un contrat de 6 mois en tant que pilote d'hélicoptère. Il rentre le cœur lourd. La veille de mon départ, mon père a fait un infarctus. J'ai dû lui faire un massage cardiaque jusqu'à l'arrivée de l'ambulance. J'ai décidé d'annuler mon engagement pour rester auprès de lui. Mais il a insisté pour que je respecte mon contrat de travail. Alors qu'il reste encore 2 heures de vol, cette soirée paisible est brutalement interrompue. Surveillez la vitesse, ce sont de grosses turbulences. Dites à tout le monde d'attacher sa ceinture. Mesdames et messieurs, ici votre copilote. Même un voyageur aguerri comme Barry Small est surpris. Rien ne laissait présager ces fortes turbulences. Et quiconque n'était pas attaché risquait d'être projeté en l'air. Les portes des coffres à bagages tremblaient. Tout ce qui était rangé dedans pouvait se casser. Ces secousses étaient terribles. Les turbulences sont violentes. Mais l'équipage parvient à les surmonter. Le vol reprend son cours. C'est terminé. Prévenez les passagers. Mesdames et messieurs, ici votre copilote. Nous avons franchi la zone de turbulence.
Certains passagers en sortent ébranlés. Ça va aller, Rika. On arrive bientôt. Madame, si ça ne vous dérange pas, je vais ranger ça au-dessus. Le personnel de cabine nettoie l'avion. Et les passagers reprennent leurs esprits pour le reste du voyage. Après une escale de 12 heures à Séoul sans me changer, je commençais vraiment à me sentir mal à l'aise dans cet environnement tropical. J'ai alors retiré mes chaussures pour me détendre et être plus à l'aise. Le commandant Park et son équipage restent sur leur garde. Ils savent qu'une météo mouvementée les attend. La pluie s'est abattue sur Guam par intermittence toute la journée. Le mois d'août est le cœur de la saison des pluies sur l'île. Des averses peuvent survenir très rapidement, rendant la visibilité imprévisible. Dans ces régions du monde, il y a de nombreux orages ordinaires. Des petits orages qui se développent tout au long de la journée et qui sont très brefs. Ça n'empêche pas le pilote de faire une approche, mais ça lui donne une visibilité réduite pendant un court laps de temps, le temps de franchir la zone de précipitation. Peu après 1h du matin, le vol Korean Air 801 établit un premier contact radio avec Kurt Mayo, contrôleur aérien à l'aéroport de Guam. Guam Center, ici Korean 801. On quitte le niveau de vol 410, monté à 2600. Korean 801, Roger. L'équipage n'est pas le seul à se préparer à l'atterrissage. Après plus de 3 heures de vol en pleine nuit, les passagers se préparent à arriver. Je voyais les lumières de Guam. Je savais exactement où l'avion était car j'ai fait ce voyage un nombre incalculable de fois. Le commandant Park a survolé Nimitz Hill 9 fois auparavant. Mais cette fois-ci, il y a une différence de taille. Dans les aéroports du monde entier, les pilotes atterrissent à l'aide de ce qu'on appelle un glide slope, un système électronique qui permet aux avions d'atterrir en toute sécurité. Si les pilotes suivent les instructions du glide slope, ils sont guidés jusqu'à l'extrémité de la piste d'atterrissage. Or, la balise de l'aéroport de Guam a été retirée pour maintenance. Sans le transmetteur de l'aéroport, le récepteur du glide slope situé dans le cockpit de Park est inutile. Atterrir sans ce guide est rare, mais ça peut arriver. À Guam, le transmetteur sera en réparation pendant plus de 2 mois. Mais cette navigation altérée n'est qu'une partie du problème. Le commandant Park est exténué. Ils nous font travailler le plus possible. Ils essaient sûrement d'économiser les frais d'hôtel en faisant travailler le personnel de cabine au maximum. Je suis épuisé. Alors que l'avion approche de Guam, les nuages et la pluie barrent le chemin. Capitaine, les conditions sont mauvaises à Guam. Il pleut énormément. Le commandant Park et son équipage ont quitté Séoul depuis quelques heures. La pluie rend la dernière partie du vol plus difficile. Fatigué et luttant contre les éléments, le commandant de bord entame son approche finale vers l'aéroport. Le 6 août 1997, vers 1h30 du matin, le commandant de bord du vol Korean Air 801 est épuisé et il s'apprête à atterrir à l'aéroport d'Aganya, sur l'île de Guam. Dans l'appareil, 237 passagers sont prêts à commencer leurs vacances ou à retourner au travail. À part les turbulences, le vol était complètement normal. On a mangé un morceau, c'était un vol comme un autre. Alors que l'avion approche Guam, un orage survient soudainement entre l'appareil et l'aéroport avec son lot de nuages et de pluie. Le commandant souhaite changer légèrement de trajectoire pour éviter le pire de la tempête. Demandez une déviation de 30 km à gauche pour entamer la descente. Guam Center, ici Korean 801. Demande déviation de 30 km à gauche. Korean 801, Roger. Alors qu'il vire de bord pour éviter l'amas de nuages, le commandant Park Yong-chol peine à avoir une vue dégagée. Enfin, il voit ce qu'il cherchait. C'est Guam. Guam! Bien. Le radar météo nous a bien aidés. Korean Air 801, ILS en place sur la piste numéro 6 avec approche par la gauche. Glide slope hors service. Kurt Mayo, le contrôleur aérien, rappelle à l'équipage que le glide slope de l'aéroport est hors service. En temps normal, ce dernier les aurait aidés à trouver la piste d'atterrissage, mais puisqu'il est en réparation, il ne transmet aucune information. Mais alors que l'équipage est en plein milieu de sa séquence d'atterrissage,
quelque chose d'inattendu a lieu. Le glide slope semble fonctionner à nouveau. Est-ce que le glide slope fonctionne? Il fonctionne? Ouais, on dirait que oui. Comment ça se fait? La situation est troublante. Sans trop savoir ce qu'il se passe, l'équipage continue de se préparer à l'atterrissage. Vérification de sortie du train d'atterrissage. C'est bon. Approche à 1400 pieds. Comme les conditions ne sont pas optimales avec le glide slope, on va maintenir 1440 pieds. C'est fait. À 1h40 du matin, Kurt Mayo, le contrôleur aérien de Guam, entre une nouvelle fois en contact avec l'équipage. Korean Air 801, contactez la tour numéro 118.1. Il met l'avion en contact avec la tour de contrôle et dit au revoir en coréen. 118.1. C'est la dernière fois qu'il parle à l'équipage de l'avion. C'était sûrement un GI en Corée. Tour de contrôle d'Aganya, ici Korean Air 801 pour atterrissage sur la 6 gauche. Korean Air 801, piste d'atterrissage d'Aganya numéro 6, prête pour l'atterrissage. Ici Korean 801, Roger. Prêt à atterrir sur la piste 6. Volet à 30. Volet à 30. Lors de la descente, les nuages et la pluie s'intensifient. Ils ont perdu l'aéroport de vue. Regardez bien. Mesdames et messieurs, nous nous préparons à atterrir à l'aéroport international de Guam. Veuillez redresser votre siège, attacher votre ceinture et vous préparer à l'atterrissage. 560 pieds. C'est fait. Alors que l'appareil s'approche du sol, l'équipage s'attend à voir l'aéroport d'une seconde à l'autre. Mais la visibilité est très réduite à cause de la pluie. Le glide slope ne marche pas? Essuie-glace. Une voix robotique se fait entendre dans le cockpit. 500. C'est l'avertisseur de proximité du sol qui prévient l'équipage qu'il n'est plus qu'à 500 pieds d'altitude. Malgré tout, il ne voit toujours pas la piste d'atterrissage. J'ai fait ce trajet de nombreuses fois auparavant. Et lorsque j'ai estimé qu'il nous restait une trentaine de secondes avant d'atterrir, je me suis baissé pour mettre mes chaussures. 200. L'avion est maintenant à 200 pieds de la surface du sol. Mais l'équipage ne voit toujours pas la piste. Le temps presse. Il faut interrompre l'approche. Rien en vue. Rien en vue. Remettez les gaz. Remontez! On repart! Les volets! Cent. 50. 30. 20. Pour moi, c'était un atterrissage comme les autres. Certes, l'avion ralentissait un peu plus vite que d'habitude, mais rien d'inquiétant. C'était terrible. L'avion commençait à se disloquer. Je me suis redressé tant bien que mal pour regarder, et j'ai vu des bouteilles, des sacs et tout un tas d'objets voler dans tous les sens. C'est difficile à décrire, mais on aurait dit qu'un millier d'avions étaient en train d'atterrir en même temps. L'avion finit par s'arrêter sur un flanc de colline boisée de l'île. J'étais trop terrifié pour enlever ma ceinture. Je m'attendais à un autre sursaut ou à tomber dans un ravin. Je ne savais pas ce qui nous attendait. Par miracle, la petite Rika Matsuda, 11 ans, s'en sort indemne. Mais sa mère
est piégé et blessé. Maman! Maman! Au secours! Barry Small est lui aussi blessé et terrifié à la vue des flammes qui engloutissent l'avion. Le feu a démarré à l'avant et s'est répandu vers l'arrière, dans ma direction. Les lumières de l'avion étaient toutes éteintes, mais les flammes étaient si intenses qu'on voyait très bien où on allait. Korean Air 801, ici tour de contrôle, vous nous recevez? Dans le cockpit, tout le monde a succombé. Mais les autorités aéroportuaires ignorent toujours ce qu'il s'est passé à bord du vol 801. Blessé et prêt à tout pour s'échapper de cette carcasse, Barry Small avance tant bien que mal vers un trou dans la calandre. J'ai avancé sur 6 rangées et il y avait un trou à environ 2 mètres du sol. Le train d'atterrissage était presque complètement arraché. J'ai été obligé d'escalader un obstacle car c'était la seule zone qui ne brûlait pas. Allez-y, sautez! Sautez! Rika. La mère de Rika somme sa fille de sortir de l'avion en flammes. Va-t'en. Sors d'ici. Allez, sauve-toi. Sauve-toi, Rika. Laisse-moi. Vas-y, tout de suite. Allez. Vas-y, chérie. Vas-y. Les flammes progressent rapidement. Et alors que les passagers sont encore sous le choc de ce qu'ils viennent de traverser, personne ne sait que l'avion s'est écrasé. Les flammes nous ont engloutis, l'homme à mes côtés et moi-même. Tant et si bien que mes bras étaient brûlés et que ma montre a fondu sur ma peau. J'ai dû la retirer. Quelques minutes après avoir confié l'avion à la tour de contrôle de l'aéroport, Kurt Mayo apprend qu'il n'a pas encore atterri. Ici à Gagna, Korean Air vous a recontacté? Non? Je les ai autorisés à atterrir, mais je ne sais pas où ils sont. Ils n'ont pas atterri? Négatif. C'est pas possible. Quelques minutes plus tard, le capitaine des pompiers de Guam, Chuck Sanchez, est en route. C'était la panique. Vous pouvez être l'avion. Sur terre, dans la mer. Comment s'y prendre? Les équipes de secours n'ont qu'un chemin pour atteindre le site du crash, une route d'accès qui longe Nimitz Hill. Alors qu'ils se précipitent sur place, les secouristes sont face à un obstacle de taille. Un pipeline a été arraché par l'avion et propulsé en travers de la route. Impossible de le contourner. Le gouverneur de l'île, Carl Gutiérrez, s'est joint aux équipes de secours après avoir appris la nouvelle. Caserne numéro 7, ôtez-moi ça du chemin. Messieurs, prenez les kits de secours et venez avec moi. On a atteint le point d'approche le plus près du site du crash, en haut de la colline. Et après avoir descendu sur environ 150 mètres, j'ai dit, allumez vos lampes torches. On y va. On a commencé à courir. On pouvait entendre des cris, ce qui nous permettait de nous guider malgré la végétation dense sur le bas-côté. Au bout d'un moment, j'ai arrêté le gouverneur et je lui ai dit, « Monsieur, je pense qu'il est préférable que vous n'alliez pas plus loin. Je pense que vous devriez rester de ce côté. Je ne veux pas que vous soyez blessé. Laissez-nous faire notre travail. » Et il a dit, « Non, je vais vous aider. » Sur le site du crash, les flammes dévorent la carcasse de l'avion. Incapable de bouger, Barry entend les autres victimes appeler à l'aide. Je suis resté allongé toute la nuit. J'entendais les gens appeler à l'aide dans des langues étrangères. Au début, ils avaient des voix plutôt posées. Mais au fur et à mesure que les flammes s'intensifiaient, leurs appels se sont transformés en cris de désespoir.
Et après un certain temps, quand le feu a avalé l'avion, les cris se sont évanouis. Près d'une heure après l'accident, l'équipe de Sanchez arrive enfin sur place. Je les ai divisés en deux. Une équipe de secours et une équipe de recherche. Une moitié est partie de la queue de l'appareil et l'autre moitié du nez de l'avion pour se retrouver au milieu et tout faire pour aider les survivants. Maman! Maman! Le gouverneur de Guam, Carl Gutiérrez, voit la petite Rika Matsuda chercher sa mère, seule. Ne pleure pas, petit ange. Tout ira bien. Je n'osais pas la laisser partir. C'était presque comme si un lien s'était créé entre cette fillette et moi. Plus tard, j'ai appris qu'elle avait 11 ans, mais elle avait l'air bien plus jeune. Le capitaine Chuck Sanchez trouve Barry Small dans les hautes herbes. Prenez ma veste. Il m'a donné sa veste et l'a mise sous ma nuque pour me soulager. Allez-y, ça va aller. On y va. Plus tard, la situation était si critique qu'il a dû revenir pour la récupérer. Il se brûlait en sortant les victimes de la carcasse de l'avion. On coupait des arbres pour fabriquer des attelles. On retirait notre équipement de protection pour couvrir les survivants. Les secouristes le savent, ils sont arrivés trop tard pour sauver certaines victimes. Mais Chuck n'abandonne pas pour autant et envoie une équipe fouiller davantage la carcasse. Groupe 2, partez de la queue et avancez. Allez-y. Tout à coup, j'ai entendu une grosse explosion exactement où ils étaient. J'ai cru qu'on avait perdu nos hommes. Un Boeing 747 s'est écrasé sur un flanc de colline accidenté de Guam, à quelques kilomètres de l'aéroport. 254 personnes étaient à son bord. Les pompiers passent les débris au peigne fin lorsqu'une explosion balaie la carcasse de l'avion. On a perdu toutes les communications radio. Finalement, quelqu'un a fait surface et a dit « Tout va bien. On a survécu à l'explosion. Tout le monde est là. » Ce n'est qu'au lever du jour que les pompiers peuvent voir l'ampleur des dégâts. L'avion est éparpillé en plusieurs grands morceaux, tout le long de la colline. Seules 26 personnes ont survécu au drame. Les proches des victimes attendent désespérément des nouvelles. De nombreux corps sont terriblement brûlés. La plupart des passagers sont coréens. Sean Burke et sa petite amie Wendy Bunten font partie des quelques Américains à bord. À des milliers de kilomètres de là, la nouvelle du crash arrive jusqu'aux parents de Sean. Lorsqu'elle en entend parler, la belle-mère de Sean ignore s'il est encore en vie. Il était peut-être mort pendant le crash, ou bien il se trouvait dans le coma à l'hôpital. Tout ce qu'on voulait, c'était le ramener à la maison. On avait terriblement peur que... qu'il reste à jamais sur cette colline. Puisque Guam est un territoire américain, c'est au Conseil national de la sécurité des transports qu'incombe la responsabilité d'enquêter sur ce crash. Greg Feist est en charge de l'enquête. Lorsqu'il arrive sur place, il fait face à bien plus que le carnage laissé par un crash d'avion. Les proches endeuillés des victimes entourent les lieux, rendant le travail des enquêteurs particulièrement difficile. En tant qu'enquêteur présent sur le site d'un accident, il faut maîtriser ses émotions.
C'est comme être médecin urgentiste. On est face à des scènes de désolation, on est témoin d'une véritable tragédie. On entend beaucoup d'histoires terribles, surtout quand des enfants et des innocents sont impliqués. Il faut se blinder et rester objectif. Si on veut bien faire son travail, il ne faut pas se laisser déborder par ses émotions. L'une des premières choses qu'on a faites, c'est d'aller sur le site et de faire ce qu'on appelle une reconnaissance du site. Il fallait vraiment qu'on comprenne à quoi on allait avoir affaire en termes de débris, afin de bien mener nos opérations sur place. Lors de l'enquête préliminaire, Feist découvre que de grosses sections de l'avion sont presque complètement intactes. L'atterrissage était relativement sous contrôle jusqu'à ce que le pilote fasse atterrir son Boeing sur la colline, dans les arbres. Malheureusement, il était à 5 km de l'aéroport. Les enquêteurs trouvent un certain nombre d'objets qui ont survécu au crash et à l'incendie qui s'en est suivi. Parmi eux, la carte d'approche que l'équipage utilisait en approchant de l'aéroport. Les enquêteurs retrouvent également le sac de voyage du commandant Park. À l'intérieur, ils trouvent un sachet contenant des pilules. Le commandant Park s'était vu prescrire tout un tas de médicaments, dont des pilules qui contiennent des benzodiazépines, une substance souvent utilisée comme sédatif. Les pilules et des échantillons prélevés sur le cadavre du commandant Park sont envoyés pour analyse. Grâce aux informations de l'enregistreur de vol de l'avion, les enquêteurs peuvent reproduire le trajet de l'appareil. La trajectoire en pente relativement douce vient appuyer la théorie de Greg Feist. L'avion a tenté d'atterrir sur la colline, mais sa trajectoire aurait dû être différente. Korean Air 801, il laisse en place sur la piste numéro 6 avec approche par la gauche. Glide slope hors service. Ici Korean 801, Roger, prêt à atterrir sur la piste 6. L'équipage a été informé que le glide slope de l'aéroport ne fonctionnait pas. Cela signifie que le commandant devait prendre le contrôle manuel de son appareil. Le pilote devait lui-même procéder à une procédure d'atterrissage par palier. Admettons qu'on parte d'une altitude de 2000 pieds. Lorsqu'il arrive à un certain point, localisé par le dispositif de mesure de distance, il peut entamer la descente à une autre altitude prédéfinie. Si l'équipage avait suivi la procédure du palier, sa trajectoire ressemblerait aux marches d'un escalier. Mais après la première marche, l'avion entame une longue et lente descente. Ces paliers sont prévus pour donner le temps d'avoir un visuel sur la zone. Si on ne suit pas les instructions de la carte d'approche, on risque d'entrer en collision avec un obstacle ou un relief. L'enregistreur de vol du cockpit a été extirpé des débris. Les enregistrements du cockpit nous ont fourni pas mal d'informations. L'un des éléments clés qu'on a récupérés, c'est que le personnel navigant était épuisé. Je suis épuisé. C'était un vol affrété, et ils se sont retrouvés à voler de nuit, alors qu'ils avaient l'habitude de voler de jour. La nuit, notre corps nous dit d'aller dormir, car il fait noir. Les sédatifs ont potentiellement empiré cette situation déjà délicate, mais les résultats d'analyse sont sans appel. Bien qu'on ait trouvé sur lui des médicaments, il n'y en a aucune trace dans le corps du commandant Park. L'enquêteur en chef, Greg Feist, se repenche sur les enregistrements vocaux, notamment la discussion du commandant à propos du glide slope. Est-ce que le glide slope fonctionne? Il fonctionne? Ouais, on dirait que oui. Comment ça se fait? Il a commencé à voir l'aiguille du glide slope légèrement bouger et a demandé à ses collègues si oui ou non l'appareil était fonctionnel. Tôt ce matin-là, après un long vol, le commandant Park est épuisé. Peut-être a-t-il été troublé et distrait par les informations inattendues transmises par le glide slope. En écoutant les enregistrements du cockpit, il semblerait qu'il ait fait une fixette dessus. Mais Greg ne comprend toujours pas pourquoi le glide slope de l'avion a eu l'air de fonctionner. Y avait-il une défaillance dans l'avion ou cet équipement en particulier a-t-il une défaillance qui pourrait toucher les autres appareils? Pour le découvrir, il fait appel à un expert en navigation, Nelson Sponheimer. J'ai analysé les transcriptions pendant un moment pour déterminer les problèmes de navigation. Pourquoi un avion en bon état s'est retrouvé au mauvais endroit et pour enquêter sur la confusion de l'équipage qui a cru que le glide slope fonctionnait, au moins une partie du temps. Nelson Sponheimer envoie une équipe d'enquêteurs à Guam. Ils survolent l'île afin de déterminer si les signaux radio d'une base militaire voisine peuvent avoir interféré avec l'avion, donnant l'impression que le glide slope fonctionnait.
Les récepteurs peuvent réagir à des signaux extérieurs, particulièrement lorsque les signaux des transmetteurs du glide slope sont absents. S'il y a des signaux parasites sur le canal et qu'ils contiennent la bonne information, ils peuvent causer des mouvements intermittents sur l'aiguille du glide slope. Réglé à 560 pieds. Mais les signaux ne sont pas continus, comme un interrupteur qu'on allume et qu'on éteint tout de suite. L'aiguille du glide slope peut donner par intermittence l'impression de fonctionner pendant quelques instants. J'en ai conclu que des signaux parasites, qu'ils viennent d'autres transmetteurs ou d'un équipement défaillant au sol, comme des talkie-walkie personnels, n'auraient pas pu causer d'interférences suffisamment puissantes. Si le glide slope ne fonctionnait pas, pourquoi le commandant a-t-il pu croire le contraire? Et s'il pensait que l'appareil fonctionnait, pourquoi l'avion s'est-il écrasé? Le glide slope ne marche pas? Essuie-glace! Alors que les enquêteurs tentent toujours de comprendre ce qui a pu causer ce crash, Barry Small tente de comprendre pourquoi lui et les 25 autres ont survécu. Je me suis baissé vers mes chaussures, on a touché le sol, et il s'avère que par pur hasard, j'étais dans la position adéquate en cas de crash. En tant qu'ingénieur aéronautique de formation et pilote d'hélicoptère, Barry Small connaît les avions. Je pense sincèrement que certains changements auraient pu être apportés à l'avion. Barry pense que c'est le placement des barres transversales des sièges de l'avion qui a cassé une de ses jambes. Par chance, son autre jambe a été épargnée. Ma jambe droite a été propulsée contre la barre du siège de devant et s'est brisée. Ma jambe gauche a été sauvée par mon bagage à main, qui l'a empêché de frapper la barre. Capable de marcher sur sa jambe intacte, Barry s'enfuit alors que d'autres restent piégés à l'intérieur. Assises en position normale, les jambes de la petite Rika Matsuda ne peuvent pas atteindre la barre transversale au moment de l'impact, ce qui lui a permis de s'enfuir de l'avion. Va-t'en, sors d'ici! Alors que sa mère a perdu la vie. Barry est également convaincu que les flammes qui se sont propagées dans la cabine auraient pu être évitées. D'après certaines estimations, les coffres à bagages contenaient plus de 462 litres d'alcool inflammable. Dans un avion plein, on peut estimer que cela aurait été le double. Il pense que l'alcool acheté en zone franche s'est mélangé avec l'oxygène qui sortait du plafond au moment du crash et a pris feu, avec les conséquences dévastatrices que l'on connaît. Selon Barry, cet incendie aurait pu être évité. Pourquoi prendre ce risque avec l'alcool et l'oxygène? Dans un avion, tout est une question de sécurité. Et j'estime que c'était une violation évidente des règles de sécurité. Alors qu'il se remet toujours de l'accident, Barry est déterminé à éviter que cela puisse se reproduire. Il se bat pour que la conception des sièges change et pour modifier les règles de stockage de l'alcool acheté en duty-free. Pour Greg Feiss, l'enquêteur du Conseil national de la sécurité des transports, une question de taille reste en suspens. Comment un pilote expérimenté qui a récemment reçu les honneurs de sa compagnie aérienne a-t-il pu s'écraser à 5 km d'un aéroport? Au fil de l'enquête, il découvre que la carte d'approche que l'équipage utilisait avait plus de 6 mois et était donc obsolète. Cela laisse entendre que l'équipage aurait pu être mieux préparé à l'atterrissage. Greg Feiss passe les formations de Korean Airlines en revue et découvre d'autres lacunes dans les informations que l'équipage a reçues. On a découvert que lors de toutes les formations du personnel de vol de Korean Airlines, les approches se faisaient toujours avec un dispositif de mesure de distance co-implanté à l'aéroport. Le dispositif de mesure de distance est une balise électronique qui relie les pilotes à l'aéroport. Très souvent, la dernière balise se trouve au pied de la piste d'atterrissage. Ce n'était pas le cas à Guam. L'aéroport était à 5 km des lieux du crash. 200. Du fait de la visibilité réduite à cause de la pluie et distrait par les soudaines données du glide slope, Park a utilisé la dernière balise comme guide, s'attendant à ce qu'elle le mène à la piste d'atterrissage. Il faut interrompre l'approche. Rien en vue. Rien en vue. Remettez les gaz. Remontez! On repart! Les volets! De toute évidence,
le vol 801 a entamé son approche 5 km trop tôt. En d'autres mots, ils ont atterri trop tôt. Cette approche a été effectuée normalement, mais au mauvais endroit. Compte tenu de leur épuisement et de leur formation, il semblerait que lorsque l'équipage a crashé l'avion, c'est-à-dire lorsque le compteur est arrivé à zéro, ils pensaient être à l'aéroport. Un Boeing 747 entièrement chargé pèse plus de 200 tonnes. Comme un gros paquebot, il ne peut pas changer de trajectoire rapidement. 100, 50. Aveuglé par la pluie, se reposant uniquement sur son équipement, l'équipage du vol Korean Air 801 pensait se diriger vers la piste d'atterrissage. Lorsqu'il s'est rendu compte de son erreur, il était trop tard. Lors de leur enquête, Greg Feist et son équipe ont fait une découverte étonnante. Un équipement qui aurait pu donner plus de temps à l'équipage pour réagir a été désactivé, volontairement. En août 1997, le crash du vol Korean Air 801 a coûté la vie à plus de 200 personnes. Le rapport final de l'enquête est publié plus de 2 ans après le drame. Il rejette la faute sur les méthodes de formation de Korean Airlines et le fait que le personnel de vol se repose trop sur les systèmes automatisés de l'avion. Mais il n'épargne pas la FAA, l'agence gouvernementale qui régule l'aviation civile aux États-Unis. À cause d'une décision de la FAA, un élément technologique qui aurait pu sauver le vol 801 a été désactivé intentionnellement. Le Minimum Safe Altitude Warning System, ou MSO, est un équipement standard qu'on trouve dans tous les aéroports américains. Mais à Guam, la FAA a gravement altéré son utilisation. Ce dispositif utilise un radar pour surveiller les avions qui entrent à l'aéroport. S'ils volent trop bas, un signal est envoyé aux contrôleurs aériens qui peuvent en informer l'équipage. Mais à Guam, ce système ne cessait de donner de fausses informations aux contrôleurs. Les contrôleurs recevaient toujours de fausses alertes. Ils ont modifié le programme et reculé les limites du système au-delà de l'aéroport, où ils n'offraient plus aucune protection. Au lieu de repérer les avions en approche, le système de Guam les surveille alors que les avions sont à plus de 80 km de là, au-dessus de l'océan. Je pense que le terme adéquat est irresponsable. Ils ont sciemment désactivé un système créé pour assurer un meilleur niveau de protection pour les contrôleurs, mais aussi pour les personnes à bord de l'avion. Pour les passagers et l'équipage du vol 801, l'absence du MSO a été fatale. S'il avait été fonctionnel, le crash aurait pu être évité. Sans lui, l'équipage n'a pas été averti de la situation. Les 2 pilotes ne voulaient pas mourir. Ils avaient une famille. Personne ne voulait mourir. On ne les accable pas. Personne ne voulait se retrouver dans cette situation. Mais c'est arrivé quand même. Barry Small s'est bagarré pendant des années pour faire changer les choses. L'autorité de l'aviation civile de son pays d'origine, la Nouvelle-Zélande, a reconnu le potentiel danger posé par l'alcool acheté en duty-free à bord des avions. Jusqu'alors, aucune loi n'a été modifiée. Sa volonté de modifier le design des sièges a également été ignorée. J'ai pris plusieurs mesures pour faire avancer cette idée. Très souvent, l'initiative est accueillie avec beaucoup d'enthousiasme, mais ça finit toujours dans l'impasse. Et quand j'essaie d'approcher les personnes chargées du design des sièges, personne ne veut en entendre parler. Sean Burke n'a jamais été officiellement identifié comme victime du vol 801. Wendy Bunten, elle, a bien été identifiée et des échantillons ADN prouvent qu'un homme caucasien se trouvait à côté d'elle. Bill et moi n'avons jamais cessé d'espérer que Sean ait survécu au crash. Même après être rentré à la maison, pendant 1 an ou 2, à chaque fois que le téléphone sonnait ou à chaque fois qu'on frappait à la porte, on espérait entendre « Coucou, c'est moi, Sean ». Plusieurs années après le crash, Barry Small est parvenu à transmettre une belle image de Sean à Kathy Burke et son mari.
Quand on l'a rencontré, il a tenu à nous dire que lors de sa correspondance de 12 heures à Séoul, il se promenait dans le terminal quand il a entendu 2 personnes parler anglais. Il nous a dit qu'ils avaient l'air tellement amoureux l'un de l'autre qu'il n'avait pas osé interrompre leur conversation. La profonde tristesse qui s'est emparée du père de Shaun ne le quittera jamais. Je ne ferai jamais le deuil de Shaun. Je ne vais ni mieux, ni moins bien. Ce n'est qu'un autre jour sans lui. Pour tout le monde, c'est du passé. C'est normal de passer à autre chose. Mais moi, je n'y arriverai pas tant que nous ne serons pas réunis. Barry Small est en colère, mais aussi très reconnaissant d'avoir survécu. On m'a souvent dit que j'avais survécu pour une bonne raison. Je cherche cette raison depuis maintenant 9 ans. Je pense sincèrement que si quelqu'un écoutait ma théorie sur l'oxygène et l'alcool, et sur l'amélioration des sièges, ça me donnerait un but. Et je ne me sentirais plus coupable d'avoir survécu.